on se retrouve dans cette cinquième et dernière vidéo pour parler de comment bien manger pour se soigner et donc prévenir les maladies chroniques. Vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est une maladie chronique. Donc, selon l'OMS, ce sont des maladies qui nécessitent des soins à long terme et surtout pendant une période d'au moins plusieurs mois. Alors, plusieurs mois, souvent on parle d'au moins 6 mois et ce sont des maladies qui vont impacter la vie quotidienne et qui très souvent vont engendrer une dépendance à un traitement médicamenteux. Il faut bien différencier les maladies transmissibles des non transmissibles. Aujourd'hui, nous, quand on parle de maladies chroniques, on parle de maladies non transmissibles, notamment le diabète, tous les problèmes cardiovasculaires, le cholestérol, l'hypertension et les cancers. Donc, c'est ce qu'on va voir, nous, dans cette vidéo. Il faut savoir que les maladies chroniques touchent en France un tiers des Français, dont plus de la moitié ont une affection de longue durée. Et bien heureusement, souvent ces maladies peuvent être évitées par l'adoption d'un mode de vie sain et d'une bonne hygiène de vie. Et en plus, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de maladies chroniques parce que les petites maladies qui étaient bénignes, les petites maladies infectieuses, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui et les traitements, on arrive à les guérir plus rapidement et éviter que ça tombe dans d'autres maladies avec d'autres complications. Il faut savoir aussi que l'espérance de vie augmente, donc le nombre d'individus qui peuvent être touchés par des maladies chroniques vont également augmenter. Et avec les nouvelles technologies, les diagnostics se font plus facilement, donc forcément, il y a un plus grand nombre de personnes qui sont diagnostiquées et donc la proportion de maladies chroniques diagnostiquées en France est de plus en plus élevée. On va faire un petit point sur nos modes de vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le mode de vie que l'on a actuellement favorise le surpoids et l'obésité. Et il faut savoir quand même qu'il y a près de 30% des individus qui sont touchés par le surpoids et 17% qui sont touchés par l'obésité. Ça représente presque, si on les additionne, le surpoids et l'obésité, presque la moitié de la population qui sont en surpoids et ou obésité. Et il faut savoir que l'obésité et le surpoids se définissent par le biais de l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle. Alors, on parle de surpoids quand on a un IMC qui est supérieur ou égal à 25, pardon. Et on parle d'obésité quand on a un IMC qui est supérieur ou égal à 30. Il faut savoir aussi aujourd'hui qu'on a constaté au niveau mondial une augmentation de la consommation de produits ultra transformés, de produits gras, de produits sucrés. Ça induit forcément du surpoids et une obésité. Le manque d'activité physique et la sédentarité qui est de plus en plus présente induit également la prise de poids et donc le surpoids et ou l'obésité. Et il faut rappeler que l'obésité fait partie des maladies chroniques. Et en plus, c'est un facteur de risque, on va le voir après, pour d'autres maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les dyslipidémies et les cancers. Mais alors, du coup, comment on va pouvoir prévenir ce surpoids et cette obésité ? Par le biais d'une alimentation équilibrée, d'une bonne hygiène de vie, on peut jouer sur ces facteurs-là et éviter d'avoir une obésité ou de développer des maladies chroniques. Donc, je vais faire un rapide rappel sur cette petite pyramide alimentaire qui est déstructurée sous forme d'escalier. Et vous allez voir, plus on va monter cet escalier, plus il va falloir favoriser certaines familles d'aliments. Bon, vous l'aurez compris, forcément, on démarre au pied des escaliers, donc ce sont les aliments à consommer le moins souvent possible. Ensuite, tout ce qui est produits gras et sucrés, alors évidemment, on les limite, ils ne sont pas interdits, on a le droit de faire plaisir à nos papilles, mais avec parcimonie, pas trop de sucre raffiné, le sucre blanc par exemple, pas trop de matières grasses, on entend par là le beurre, la crème fraîche, les huiles, etc. Vous verrez, ça à consommer, mais avec parcimonie, mais on en retrouvera quand même quelques portions sur chaque repas parce qu'on a besoin des matières grasses.
Ensuite viendra la consommation de viande, de poisson et d'œufs. Alors les viandes, les nouvelles recommandations sont qu'il faut se limiter à 500 grammes de viande hors volaille par semaine. Et les volailles vont être le poulet, la dinde, le lapin, etc. On peut consommer jusqu'à 150 grammes de charcuterie maximum par semaine et on favorise plutôt la consommation de poissons. Alors, on essaie d'avoir 2 poissons dans la semaine et sur ces 2 poissons, essayer de consommer une fois un poisson gras. Les poissons gras, c'est tout ce qui est thon, saumon, hareng, flétan, truite, maquereau, sardines, etc. Vient ensuite les laitages qu'on retrouvera à raison de 2 portions par jour, dont un fromage si vous aimez, et n'hésitez pas à varier les fromages, des pâtes molles, des pâtes dures. Ça permet de jouer aussi sur la concentration de minéraux dans le fromage. Dans les laitages, évidemment, on compte les yaourts, nature, aromatisés, les fromages blancs, les petits suisses. N'hésitez pas à varier le plus possible aussi là, les produits laitiers et même à varier aussi peut-être les origines des laits, les de vaches, les de chèvres, les de brebis. Ça peut être intéressant. Après, attention, brebis et chèvres, le goût est un peu plus fort que le lait de vache. On a mis un petit bonhomme qui courait en plein milieu de l'escalier, tout simplement parce qu'il faut penser à exercer une activité physique, pas nécessairement sportive, ça c'est d'autant mieux, mais au moins une activité physique, bouger, marcher, aller vous promener, faites du jardinage. C'est vraiment le but, c'est de bouger, d'éviter de rester sédentaire, d'être constamment assis et du coup de ne pas bouger sur la journée. On abordera sur la dernière marche les légumes, on les retrouve forcément, ainsi que les fruits. Bien évidemment, on essaie d'en consommer le plus possible, au moins 5 portions par jour. Ils sont riches en fibres, en vitamines, en minéraux. Ce sont des éléments protecteurs, notamment dans les maladies chroniques. On consommera également à tous les repas des féculents, des produits céréaliers. Ça peut être le pain, pommes de terre, pâtes, riz, tapioca, quinoa, semoule, boulgour, polenta, les légumes secs et essayer de consommer au moins 2 fois par semaine des légumes secs, lentilles, haricots rouges, blancs, fèves, flageolets, pois chiches, etc. Tout simplement parce qu'ils sont extrêmement riches en fibres également. C'est aussi un carburant énergétique, les féculents, c'est pour ça qu'on en retrouve à tous les repas. On finit bien évidemment avec l'hydratation. On est composé à 60% d'eau, c'est hyper important de bien s'hydrater. Moi-même, j'ai la petite tasse à côté. On pense à boire régulièrement. Ça ne sert à rien de boire 1 litre en 5 minutes. L'idée, c'est vraiment de répartir votre boisson tout au long de la journée de manière harmonieuse. Et bien évidemment, on ne le rappellera jamais assez, mais l'eau reste la seule boisson indispensable à l'hydratation. On met de côté tout ce qui est jus de fruits, soda, etc. Ça, c'est à consommer voilà, de manière occasionnelle. Concernant toutes les boissons riches en caféine et en théine, le thé, le café, on essaie de consommer 3 à 4 tasses maximum par jour. Et bien évidemment, on privilégiera une alimentation environnementale, si je puis dire, c'est-à-dire qui sera de saison, locale, bio, du fait maison. Notamment, ça évite l'empreinte carbone, ça c'est une petite aparté, mais surtout, ça vous permet d'avoir des aliments qui sont beaucoup plus riches en vitamines, minéraux, donc qui vous apporteront d'autant plus nutritionnellement. Et donc, bien évidemment, on limitera les maladies chroniques. Alors, on va aborder différentes maladies chroniques tout au long de cette vidéo. On va commencer par le diabète. Et alors, le diabète, déjà, il faut savoir que ça touche quand même un Français sur 10. Et comment on définit aujourd'hui le diabète? On vous l'a mis dans le petit encadré. C'est un taux de sucre qui est trop élevé dans le sang. Et donc, le taux de sucre, on appelle ça la glycémie. Et si la glycémie dépasse un certain seuil à la hausse, on déclenche donc un diabète. Aujourd'hui, on va parler d'un diabète en particulier parce qu'il en existe plusieurs, mais nous, on parlera du diabète de type 2. Il faut savoir quand même qu'il y a des prédispositions à pouvoir déclencher du diabète, mais c'est surtout des facteurs environnementaux et votre hygiène de vie aussi qui va faire que oui ou non, vous allez déclencher ce diabète.
Euh, il faut savoir donc ça reste une affection de longue durée. Donc quand on a du diabète avéré, c'est quelque chose que l'on aura du coup tout au long de sa vie. Et il faut savoir que le diabète est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Désolée, messieurs, il y a des injustices, mais on verra que d'autres maladies chroniques sont plus présentes chez les femmes que chez les hommes. Et il faut faire attention parce que le diabète, c'est pas tout de dire oui, bon, j'ai un petit peu trop de sucre dans le sang. C'est surtout que ça peut engendrer des complications aiguës comme des hypoglycémies. Alors, une hypoglycémie, c'est quoi? C'est quand le taux de sucre dans le sang descend, est en dessous d'un seuil minimal. On peut faire des malaises avec des hypoglycémies. Il y a aussi l'hyperglycémie. C'est pas bon non plus d'avoir trop de sucre dans le sang à un moment donné. C'est néfaste pour votre organisme. Et après, on peut avoir des complications qui sont dites chroniques. Ça peut impacter la vue, donc la cécité. On peut avoir des insuffisances rénales, des déficits sensitifs. Des fois, on ne sent plus le bout de ses doigts, les orteils, les doigts des pieds. Donc voilà, ça a quand même quelques impacts sur l'organisme qui sont non négligeables. Et il faut savoir, je parlais des pieds, mais qu'aujourd'hui, la première cause d'amputation est due au diabète, c'est le pied diabétique. Donc, c'est quand même malheureux de se dire que la plupart des amputations est due au pied diabétique. Il faut également savoir qu'on multiplie par 8 le risque de faire un infarctus quand on est diabétique et on multiplie par 9 le risque d'avoir donc une insuffisance rénale et de devoir surtout être dialysé. Donc, le diabète, ça reste quand même une maladie chronique qui a certaines conséquences sur votre organisme. Donc, on va pouvoir gérer ce diabète par le biais de l'alimentation. C'est dit une pathologie nutritionnelle. On va pouvoir essayer de jongler sur ce taux de sucre dans le sang par le biais de l'alimentation et donc jouer et éviter surtout les complications, qu'elles soient aiguës ou chroniques, par le biais de cette alimentation. Donc déjà, la première chose à faire quand un diabète est diagnostiqué, c'est de faire le point bien évidemment sur votre alimentation pour voir où est-ce que potentiellement vous feriez des erreurs. Surtout d'adapter et de bien répartir les glucides. Les glucides, c'est le carburant de votre organisme, mais c'est aussi ces glucides-là qui vont impacter le taux de sucre que l'on va retrouver dans le sang, notamment post-prandial, donc après que vous ayez mangé. Et il faut justement pouvoir apprendre à détecter et peut-être de manière un peu précoce les hypoglycémies parce qu'elles sont bien plus néfastes que les hyperglycémies. Donc, il y a souvent des signes avant-coureurs, une grosse sensation de fatigue, peut-être des petits points blancs dans la vision, on se sent faible. Là, on touche du doigt l'hypoglycémie. Donc, on verra un petit peu comment on peut pallier à une hypoglycémie et comment faire quand on est en hypoglycémie et quelles sont les réactions alimentaires à adopter. Et bien évidemment, le fait de pouvoir gérer son alimentation permettra bien évidemment de limiter l'apparition de complications, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Donc, on a dit, imaginons, nous sommes face à une hypoglycémie. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est qu'il faut pouvoir resucrer. Il faut absolument manger du sucre. Alors, on ne va pas manger des pâtes complètes pour se resucrer. Non, il nous faut du sucre qui arrive rapidement. Donc, l'idéal, c'est de prendre 3 morceaux de sucre. Si vous n'avez pas du sucre sous la main et que vous avez peut-être une petite briquette de jus de fruits, ou peut-être du miel ou même une pâte de fruits, pourquoi pas. Ça peut être des éléments qui peuvent pallier aux morceaux de sucre. Et là, l'idée, certes, les 3 morceaux de sucre qui amènent à peu près 15 grammes de glucides vont vous permettre de resucrer, mais l'idée, c'est d'amener aussi un petit peu d'énergie. On appelle ça des glucides complexes. Alors, soit vous êtes proche d'un repas et là, vous savez qu'il faut manger, vous faites votre repas et essayez de privilégier du pain complet, des pâtes complètes ou du quinoa, etc. Si on est en plein milieu de l'après-midi, après vous êtes resucré avec les 3 morceaux de sucre ou le jus de fruits ou autre, n'hésitez pas peut-être à prendre un petit morceau de pain complet, ce qui amènera de l'énergie qui va être diffusée un peu plus doucement. N'hésitez pas sur les repas, là je reviens sur le petit schéma que vous avez à gauche, à avoir un trio systématiquement dans l'assiette, surtout quand on est diabétique.
On amène de l'énergie, pardon, par le biais de féculents, donc on l'a dit, pâtes, riz, pommes de terre, etc. Plutôt complet, c'est mieux. Un apport de protéines par le biais de viande, de poisson ou même d'œufs, et des légumes qui amèneront des fibres alimentaires pour ralentir un petit peu toute cette assimilation de sucre, mais qui amènera également des vitamines, des minéraux et une petite touche de matière grasse parce qu'on l'a dit, on en a besoin. Donc ça, c'est vraiment l'assiette type quand on est diabétique, avoir ce trio-là. Après, très honnêtement, moi, je vous le conseille, même si vous n'êtes pas diabétique, ce sera d'autant mieux. On a toujours ce trio, c'est hyper intéressant pour votre organisme. Du coup, en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on l'a vu hein, juste à l'instant, on essaie de panacher son assiette avec des légumes et des féculents. Évidemment, on essaie de surveiller sa glycémie. Alors, si vous êtes diabétique, certainement, vous le faites déjà. Vous devez faire des dextros en amont des repas et peut-être en aval aussi. Mais à ce moment-là, c'est bien de savoir, en fonction de la glycémie que j'ai avant mon repas, quelle quantité de glucides et donc de féculents, de fruits je vais pouvoir manger sur mon repas. On amène, on l'a dit, un petit peu de matière grasse, on en a besoin. Donc, on essaie de consommer des matières grasses qui sont dites de bonne qualité. Évitez de prendre que du beurre ou que de la crème fraîche. N'hésitez pas à consommer aussi des huiles et à les varier. Elles ont toutes des qualités organoleptiques différentes. Donc, ne restez pas systématiquement sur la même huile. On limite bien évidemment, là par contre, la consommation de produits sucrés. Si vous mangez des produits qui sont trop riches en sucre, vous risquez de vous engendrer une complication dite aiguë, donc une hyperglycémie, et on l'a dit, c'est néfaste pour votre organisme. Et ensuite, on évite de consommer trop de sel parce qu'on le verra, le sel peut créer aussi de l'hypertension. L'hypertension va être un facteur de risque supplémentaire pour des cardiopathies. Donc, c'est important voilà, de contrôler au moins sa consommation de matières grasses, de sucre et de sel tout en restant dans la parcimonie. Évidemment, favoriser l'activité physique. Et alors, sachez-le, peut-être que vous ne le savez pas et j'espère vous l'apprendre, mais lorsque l'on est prédiabétique, l'activité physique peut faire baisser d'environ 50% les risques de devenir diabétique à moyen terme. Donc, l'activité physique, c'est hyper important. Il faut savoir aussi qu'on parle souvent d'activité physique, de bouger, c'est vrai qu'on le rabâche, mais ça a plein de bienfaits que de faire de l'activité physique et de manière régulière. Si c'est ponctuel, j'en ai fait 2 fois dans tout le mois, ça ne marche pas malheureusement. Il faut être régulier. Mais l'activité physique va vous permettre d'améliorer votre sensibilité à l'insuline, ça diminue les maladies cardiovasculaires, ça diminue tout ce qui est graisse abdominale, ça engendre du coup une gestion de poids. Et donc, si on ne tombe pas dans le surpoids, l'obésité, on diminue nos risques de déclencher d'autres maladies chroniques derrière. On a mis la jolie petite croix rouge, vous l'aurez compris, ça c'est les choses à éviter. On ne boit pas d'alcool à jeun et même limiter la consommation d'alcool tout simplement. On évite de sauter des repas, sinon vous pouvez tomber en hypoglycémie. On ne consomme pas de produits trop sucrés. Alors, moi, je vais globaliser effectivement hors des repas pour ne pas avoir d'hyperglycémie, mais même pendant le repas, si à la fin du repas, vous mangez un paquet de bonbons, évidemment que ça aura un impact également sur votre glycémie et forcément à la hausse. Et on évite également les édulcorants. Alors, c'est vrai que pendant des années, on disait que c'est une très bonne alternative pour les diabétiques, les édulcorants. Maintenant, on a assez de recul pour dire que c'est néfaste, d'autant plus quand on est diabétique. Non seulement ça favoriserait l'insulinorésistance, mais en plus les édulcorants, ce sont des molécules qui vous apportent un goût sucré, mais pas d'énergie derrière. Donc, vous venez leurrer votre organisme, vous allez sécréter de l'insuline, mais il n'y a pas de sucre à faire rentrer dans les cellules. Et en plus, forcément, vous allez engendrer une prise de poids derrière, puisque l'insuline va commencer à stocker en masse grasse. Donc, tout ce qui est light, allégé, sans sucre, 0%, pouf, vous les mettez de côté, restez sur des produits bruts. Par contre, consommez-le avec parcimonie. Si vous aimez, je ne sais pas moi, je vais prendre quelque chose de très sucré, du sirop.
du sirop, n'achetez pas du sirop 0%. Achetez du vrai sirop, mais par contre, vous savez que vous ne pourrez pas en consommer des litres et des litres, qu'il faut éviter d'en consommer en dehors des repas. Voilà, il faut trouver une harmonie et un équilibre tout au long de la journée. On va parler des maladies cardiovasculaires. Alors, qu'est-ce que c'est? Les maladies cardiovasculaires, ça va être tout ce qui va toucher le cœur et la circulation sanguine, l'hypertension artérielle, les infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et bien d'autres. Et il faut savoir que malheureusement, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France. Ce n'est pas négligeable. Et vous allez voir qu'il y a des facteurs qui vont accélérer le déclenchement de ce type de maladie cardiovasculaire et à contrario, des facteurs qui permettront de ralentir l'apparition de ces maladies. Alors, donc justement, les facteurs qui vont accélérer les maladies cardiovasculaires, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a le diabète, il y a les dyslipidémies, donc c'est des dérèglements dans l'assimilation des lipides, des matières grasses, on va voir ce que c'est tout à l'heure. Le surpoids et l'obésité, on l'a dit en amont et en début de vidéo. La sédentarité, voilà, le manque d'activité physique. L'hypertension artérielle, on la définira tout à l'heure, mais également tout ce qui va être tabagisme, stress et alcool. Les facteurs qui, contrario, vont nous permettre de ralentir l'apparition de ces maladies cardiovasculaires, ça va être l'alimentation, dite équilibrée, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure avec les escaliers, l'activité physique et sportive, bouger plus globalement en fait, se mouvoir. Et je voudrais revenir sur d'autres facteurs qui peuvent malheureusement contribuer à l'accélération de ces maladies cardiovasculaires. L'âge, malheureusement, plus on vieillit, plus c'est un facteur de déclencher des maladies cardiovasculaires. Il y a aussi des risques familiaux si vous avez des antécédents côté paternel et maternel de maladies cardiovasculaires. Il se peut que vous ayez des prédispositions. Si vous-même vous êtes déjà atteint d'une cardiopathie, je ne sais pas, une arythmie, un souffle au cœur ou autre, ça peut être des facteurs qui vont pouvoir favoriser le déclenchement de maladies cardiovasculaires. Et après, certains traitements chroniques aussi induits par certaines maladies qui peuvent induire forcément l'apparition de maladies cardiovasculaires. Je pense à la dépression, par exemple, et d'autres pathologies. Alors en pratique, c'est un petit peu au final la même chose que pour le diabète. On va avoir une alimentation équilibrée, variée. On a toujours ce trio dans l'assiette, un petit peu de protéines, des féculents, des légumes. On favorise les bonnes graisses, alors notamment les oméga 3. Vous devez savoir ce que c'est, on en entend souvent parler, mais c'est du bon gras pour votre organisme. On évite l'apport trop important de sel, de charcuterie et on évite l'alcool ou alors on en consomme de manière contrôlée et on favorise l'apport de produits qui vont nous amener des antioxydants. Les antioxydants, ce sont souvent des vitamines, la vitamine A, E, C, qui nous permettent de lutter contre le vieillissement anormal des cellules. Et bien évidemment, on favorise l'activité physique. Donc, vous voyez, c'est quand même semblable aux règles hygiéno-diététiques pour le diabète. Donc, ce n'est pas si compliqué à mettre en place. Après, c'est la pratique et l'organisation, bien évidemment. Mais vous voyez que les règles sont quand même sensiblement les mêmes. L'hypercholestérolémie. Alors là, c'est un mot long, 2 pieds de page. Qu'est-ce que ça veut dire? L'hypercholestérolémie, c'est quand on a trop de cholestérol. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 20% de la population qui est touchée par cette maladie cardiovasculaire. Le cholestérol, c'est une maladie cardiovasculaire. Et on peut différencier deux types de cholestérol. Vous devez le savoir ou l'avoir déjà lu ou entendu. On a déjà parlé de HDL. Alors le HDL, c'est du bon cholestérol qui évitera la formation de plaques d'athérome. Et après, il y a le mauvais cholestérol. Lui va favoriser justement le dépôt de cette couche de lipides sur les parois, notamment des artères, et donc qui peut entraîner derrière des infarctus puisqu'on vient boucher les artères.
j'aimerais qu'on puisse voir ensemble comment gérer cette hypocholestérolémie par le biais de l'alimentation. Et là aussi, vous allez voir toutes ces pathologies chroniques liées à l'alimentation. On retrouve un petit peu ces mêmes règles, avoir une alimentation équilibrée qui vous fasse du bien, qui amène les bons nutriments. On évite les produits trop riches en matières grasses. Et là, c'est vraiment spécifique du coup au cholestérol. Évidemment, si vous mangez des choses qui contiennent des acides gras saturés, on verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Forcément, vous aurez plus de sensibilité à déclencher du cholestérol. On augmente sa consommation de fibres. Les fibres, c'est très bon pour la santé. Ça permet de réguler, on l'a dit tout à l'heure, les sucres enfin, l'absorption des sucres, pardon, excusez-moi. Et ça permet également de limiter l'assimilation des graisses lors de la digestion. Donc, ça joue un rôle assez important. On évite les produits qui sont très élevés en cholestérol et on fera le point tout à l'heure. Je vous ai fait un petit tableau. Et on augmentera les bonnes matières grasses tout en restant dans la raisonnable. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, comment on diminue les produits riches en acides gras saturés? Tout simplement, déjà, on favorise les viandes maigres. C'est le petit encadré violet à droite. Les viandes maigres contiennent moins de gras que les viandes grasses. Et on a fait le détail, les viandes maigres, dinde, poulet, alors sans la peau, même si la peau est très bonne gustativement, elle est très riche en matières grasses. Tout ce qui va être faux filet, les steaks avec des peu de teneur de matières grasses, notamment à 7%, les scalopes, les filets de veau, etc. Les viandes grasses, c'est souvent celles qu'on préfère, hein, mais ce sont celles à limiter, notamment l'agneau, le mouton et toutes les parties qui sont proches de l'os, qui sont souvent du coup beaucoup plus grasses. On privilégie, on l'a dit, la cuisson à l'huile d'olive plutôt qu'au beurre, mais tout en faisant attention aux quantités consommées. On essaie de consommer maximum 10 grammes de beurre dans la journée et plutôt cru. Le fait de faire cuire le beurre, ça crée des molécules cancérigènes. Donc attention, le beurre n'est pas fait pour être cuit. Et je voulais faire un petit point aussi. Les acides gras saturés, on les retrouve souvent à température ambiante sous forme solide. Par exemple, le sandou, le beurre, les charcuteries, les fromages, etc. L'huile, par exemple, c'est laquelle? C'est l'huile de palme, je sais, hein, par exemple, qui est solide, et l'huile de coco sont solides à température ambiante. Elles sont très riches en acides gras saturés. Donc, trop de ces huiles sera néfaste pour votre santé. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut diaboliser tous ces produits. On a le droit d'en consommer, mais il faut le faire avec parcimonie. Le fameux tableau où on voit un petit peu la teneur en cholestérol. Donc, vous voyez là, pour 100 grammes de produits, on a défini un petit peu quels étaient les aliments les plus gras en cholestérol. Vous avez les pâtisseries, les charcuteries, bon, la mayonnaise et le beurre, bien évidemment, les œufs et notamment le jaune d'œuf, les abats qui en contiennent énormément aussi. Mais après, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas parce que vous allez consommer un aliment qui contient du cholestérol que vous aurez du cholestérol. C'est vraiment une hygiène de vie, une hygiène alimentaire. Si vous mangez 24 œufs tous les jours, bon, certainement qu'en plus, il y a de la charcuterie, un petit peu d'alcool, etc. Oui, vous risquez d'être prédisposé à avoir du cholestérol. Et je refais un petit zoom sur les oméga 3. On a dit que c'était des bonnes graisses. Et l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on les trouve. Parce que c'est bien de dire qu'il faut amener des oméga 3. Faut-il savoir qu'est-ce qu'il faut consommer? Généralement, les oméga 3, on les retrouve dans les poissons qui sont dits gras. Thon, saumon, hareng, flétan, truite, maquereau, etc. Dans certaines matières grasses, notamment les huiles de lin, de noix, la cameline et aussi tout ce qui est graines. Hein, il y a les huiles, mais il y a les graines. Et après, tous les produits qui vont être issus de la filière bleu, blanc, cœur. Vous avez déjà dû voir ce petit logo en grande surface quand vous faites vos courses. Et donc, on a dit qu'il était important d'augmenter son apport de fibres. Les fibres ont une action protectrice dans les maladies cardiovasculaires et même les maladies chroniques, hein, plus globalement. Et on les retrouve notamment dans tout ce qui va être légumes secs. On l'a dit en début de vidéo. Les légumes secs, les lentilles, haricots rouges, blancs, fèves, flageolets, pois chiches, etc. On peut le retrouver dans le riz. Alors après, n'hésitez pas à faire des mélanges de riz blanc,
blanc, riz noir, riz rouge. On en retrouve dans les féculents, pommes de terre, pâtes, quinoa et les céréales, hein, bien évidemment. On en retrouve dans le pain complet, aux céréales, aux noix, etc. Et dans les oléagineux, notamment les cacahuètes, noix de macadamia et les fruits à coque type pistache. Grosso modo, sur une journée, on essaie d'avoir au moins 30 grammes de fibres. Et là, on vous a mis des portions qui contiennent au moins 3 grammes. Donc, vous voyez, pour les légumes secs, 2 cuillères à soupe contiennent 3 grammes de fibres, 350 grammes de riz, cuit, bien évidemment, surtout pas cru, sinon vous allez vous retrouver avec 1 kilo presque dans l'assiette, amène 3 grammes, pareil pour le quart de la baguette, une tranche de pain complet. On a également des fibres dans les fruits et les légumes. Hein. Là, on vous a mis 3 grammes de fibres, c'est l'équivalent d'une pomme, d'une poire, d'un demi-pamplemousse. Hein. On va peut-être pas manger le pamplemousse en entier, d'autant moins la pastèque, par exemple. Et donc aussi les légumes. Alors, essayez là aussi d'alterner les fruits et légumes crus, cuits. Ça permet de jouer sur la concentration en minéraux, en vitamines. Après, la quantité de fibres restera la même, mais si c'est cuit, bien sûr, les fibres sont beaucoup plus molles, beaucoup plus faciles à assimiler. On va faire le point sur l'hypertriglycéridémie. Là aussi, un gros mot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement avoir trop de triglycérides. Et il y a aujourd'hui 4% de la population qui présente cette pathologie-là. Et elle est induite par quoi? Par le stockage de sucre sous forme de graisse. Et on considère qu'on est en hypertriglycéridémie si on a plus d'1,5 gramme de 1 gramme sec par litre de sang, pardon, de triglycérides. Alors après, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est souvent qu'on a une alimentation très riche en sucre. Et les sucres, on peut en retrouver donc dans les fruits, bien évidemment, même si c'est du sucre naturel, ça reste du sucre. Donc, quand on présente, je parle bien quand on a le diagnostic de cette pathologie, on essaie de se limiter à 2 portions de fruits par jour. Pas d'alcool, c'est pas peu, c'est pas du tout d'alcool. Vraiment, c'est un conseil. On évite l'alcool. On essaie de consommer une portion normale de féculents à chaque repas, toujours en privilégiant, si on le peut, des féculents semi-complets ou complets, hein, et pas de produits sucrés. Une portion de fruits, c'est l'équivalent de 100 à 150 grammes. Ça dépend après selon les fruits, hein, mais ça revient à une pomme de kiwi, un demi-pamplemousse. Et vous voyez, sur les fraises, on a 250 grammes parce qu'elles contiennent peut-être moins de sucre que d'autres fruits. Pardon. Donc voilà, c'est à prendre avec parcimonie. Une portion de fruits, en général, c'est un fruit de taille moyenne. Et si c'est des petits fruits, on double, c'est de petits fruits. L'hypertension artérielle, j'avais dit tout à l'heure qu'on allait y venir. Qu'est-ce que c'est l'hypertension artérielle? C'est quand la pression du sang dans les artères est trop élevée. Et aujourd'hui, malheureusement, ça touche quand même 20% de la population française adulte. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu votre médecin vous dire vous avez 12,8, c'est bon, la pression artérielle est normale, vous n'avez pas d'hypertension. Mais ça veut dire quoi, 12,8? C'est quoi ces chiffres? Alors, tout simplement, on parle de pression minimale et maximale. Alors, la pression maximale. La pression maximale, elle va de 10 à 14 et on appelle ça la pression systolique. C'est quand votre corps se contracte. Et la pression minimale, qu'on appelle diastolique, c'est la pression qui est engendrée par le relâchement de votre cœur. Donc, quand on vous donne une tension artérielle, 12,8, c'est que la pression maximale de votre cœur, donc la contraction du cœur, est de 12 et que le relâchement du cœur induit une pression de 8. Donc, vous avez vu, hein, enfin, vous le voyez là, on l'a mis par écrit, hein, les normes, c'est entre 10 et 14 pour la pression systolique et entre 6 et 8 pour la pression diastolique. Comment on fait pour prévenir cette hypertension artérielle par le biais de l'alimentation, mais pas que. On l'a dit, c'est comme pour toutes les pathologies nutritionnelles qu'on vient d'évoquer. On essaie de manger équilibré, varié. Un point d'honneur sur le sel. Là, c'est vraiment un lien direct avec l'hypertension artérielle. Limitez votre consommation de sel, d'autant plus que le sel pris en excès rigidifie les artères et donc ça peut entraîner d'autres complications derrière. On essaie du coup de remplacer le sel peut-être par des herbes, des aromatiques, des épices. Ça permet d'éviter d'avoir la main lourde sur le sel.
Consommer de la vitamine D, alors notamment en vous exposant au soleil, puisque c'est une vitamine que l'on ne peut pas stocker. Prenez des bains de soleil le plus souvent possible chaque jour si vous le pouvez. 15 à 20 minutes, ça suffit. Et notamment l'avant des bras, la peau est très fine, c'est là où on peut bien l'assimiler. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à découvrir peut-être les avant-bras. Pratiquer une activité physique régulière, ça on l'a dit sur toutes les autres pathologies et on le redit là, puisque c'est votre allié santé. Et bien évidemment, on limite le tabac, la consommation d'alcool et on essaie de minimiser les sources de stress. Alors, bon, on est tous plus ou moins stressés, hein, mais évitez d'être submergé par le stress. On en a parlé sur la vidéo précédente du comment gérer son stress. Donc, vous avez plein d'outils à utiliser pour limiter justement le stress et l'impact qu'il peut avoir sur votre organisme. Ça peut être aussi de la méditation, hein, ou de la sophrologie, n'hésitez pas. Pour conclure, on va terminer sur les cancers. Donc, les cancers, aujourd'hui, c'est 382 000 nouveaux cas en 2018. Malheureusement, il y a une disparité. Alors, les cancers les plus fréquents chez les hommes, ça va être prostate, poumon et le cancer colorectal, alors que chez les femmes, ça va être cancer du sein, poumon et colorectal. Donc, vous avez vu, il y a des cancers hormonodépendants, cancer du sein chez la femme, cancer de la prostate chez les hommes. Et si on doit distinguer les hommes des femmes, c'est 205 000 cancers chez les hommes pour 177 000 chez les femmes. Donc, les hommes sont plus souvent touchés par les cancers que les femmes. Donc, quels sont les facteurs nutritionnels qui vont augmenter ces facteurs de risque? Donc là, en premier, bien sûr, on parle encore et toujours de la boisson alcoolisée. Elle va avoir un impact sur les parties hautes du tube digestif, sur l'estomac, et après sur la partie basse, donc côlon et rectum, et le foie, et pour les femmes, cancer du sein. Le surpoids et l'obésité vont induire certains cancers. Pareil, la partie haute du tube digestif, l'estomac, mais aussi le côlon, le rectum. Il va y avoir le foie comme pour les boissons alcoolisées, mais on va retrouver derrière des cancers du pancréas, des reins, de la prostate pour les hommes, de l'endomètre pour les femmes, des ovaires et du sein. Notamment après la ménopause, dû à cette chute aussi un petit peu d'hormones. Les viandes rouges et les charcuteries, principalement vecteurs du cancer du côlon et du rectum. Les aliments qui vont être très riches en sel, ça va être le cancer de l'estomac. Et tout ce qui va être complément alimentaire, alors on entend à forte dose, à base de bêta-carotène, peuvent favoriser le cancer du poumon, notamment chez les fumeurs, chez les ex-fumeurs. Après, attention aussi, hein, le tabac passif, le tabagisme passif peut induire malheureusement aussi des cancers du poumon, bien sûr. Les facteurs nutritionnels qui, eux, vont justement vous aider à limiter certains cancers, donc qui vont diminuer le risque de cancer. On appelle ça des facteurs protecteurs. Ça va être les fruits et les légumes, notamment pour cette richesse en fibres, vitamines, et ça va permettre de limiter ou de diminuer les risques de cancer des voies aérodigestives. Donc, ça part de la bouche, du pharynx, larynx et jusqu'à l'œsophage, l'estomac, côlon, rectum, mais aussi des poumons. Et après, les aliments contenant beaucoup de fibres et de graines entières qu'on peut retrouver dans les féculents complets, par exemple, et dans les produits laitiers, notamment lait, yaourt, fromage blanc, petit suisse, fromage, etc., limiteront l'apparition ou le risque de déclencher des cancers du côlon et du rectum. Je fais une petite aparté sur l'activité physique parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais l'activité physique permet de limiter les risques de cancer du côlon, de l'endomètre et du sein. C'est hyper important de le savoir. Et l'allaitement permet de diminuer les risques de déclencher des cancers du sein. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des outils spécifiques à chaque pathologie. Et si jamais vous-même, vous êtes atteint de diabète, de cholestérol, de triglycérides ou autre, ça vous apportera des petites clés supplémentaires pour pallier justement à ces pathologies-là. J'espère que ce cycle de 5 vidéos vous aura plu et peut-être qu'on se retrouvera bientôt. Passez une très bonne fin de journée. Au revoir.